Je vous disais dans l'entretien précédent que j'arrive à Montréal en 1970 et j'y étais engagé comme coopérant. Et la première année, j'étais dans un groupe de recherche en linguistique qui se consacrait, sous la direction du professeur Antonio Querido, qui se consacrait à la linguistique générative, au modèle de Chomsky. Donc, ce qui m'a donné l'occasion d'apprendre davantage comment ce modèle fonctionnait. C'était très bien parce que c'était un de mes objectifs en souhaitant venir au Québec que d'être confronté à la linguistique nord-américaine. Et puis, la deuxième année, à la demande du département d'études françaises, ils avaient un trou dans leur enseignement sur la critique littéraire. Et on me demande de faire un cours sur critique littéraire qui s'appelle critique littéraire et ou structuralisme. On était en plein dans les préoccupations de l'époque. Alors, le fil linguistique, musicologie, sémiologie n'était pas perdu. Dès que je suis arrivé à Montréal, dans la foulée de ma maîtrise que j'avais faite à Aix-en-Provence, je prépare un numéro spécial d'une nouvelle revue française qui s'appelait Musique en jeu. C'est une revue qui a duré 10 ans, de 1970 à 1980 à peu près, qui était une revue dite d'avant-garde, c'est-à-dire c'était la première revue qui se consacrait à la musique contemporaine. Qui se sera beaucoup fait l'écho de ce que faisait Pierre Boulez. Et il se fait que le directeur, qui n'était pas nécessairement quelqu'un de branché sur les sciences humaines et tout ça, s'était quand même rendu compte, quand je lui ai parlé de mes sujets, que la sémiologie de la musique, ça pouvait entrer comme nouvelle approche sur la musique dans les objectifs de sa revue. Ce que je vais dire va manquer de modestie, et je m'en excuse par avance, mais c'est la stricte vérité. Ce numéro, il est au point de départ de ma carrière, parce que c'est cette publication de 71 qui fait qu'on m'a engagé en 72 à la faculté de musique. Mais au niveau intellectuel, c'est ça qui est peut-être important, ça a été une bombe dans l'univers de la musique et de la musicologie. Ça a été une bombe, c'était entièrement nouveau. Et au point que Lucien Malson, qui était un spécialiste de jazz, Lucien Malson a fait une demi-page dans Le Monde uniquement sur ce numéro. Alors, la vogue de la sémiologie à l'époque, sous le soleil de la sémiologie, la musique et le langage, etc., etc. Donc, il avait consacré. Alors, évidemment, comme on dit, ça m'a lancé. Ça m'a lancé, et ça m'a tellement lancé que je ne me suis pas arrêté à ce numéro-là, j'en ai fait d'autres. Qui se sont suivis entre 71 et 75. Le premier, qui était beaucoup plus technique, le premier portait sur la comparaison musique et langage. Le deuxième portait sur des modèles linguistiques appliqués à la musique. Et puis là, j'ai commencé à déborder sur la sémantique musicale, parce que, bon, oui, la musique connote des émotions, connote des affects, mais pas de la façon dont on le fait le langage, mais il y a cette dimension vécue, émotive, et il y a des gens très très sérieux qui commençaient déjà à l'époque à s'interroger sur le fonctionnement de la musique au niveau affectif, en particulier un collègue qui est devenu un ami, qui s'appelait Michel Imberti, qui était professeur de psychologie à Nanterre et qui faisait un peu un travail parallèle au mien, mais à partir des outils de la psychologie. Il a publié dans ce numéro quelque chose, un article très très important, et là encore sur Debussy, où il a travaillé sur la sémantique, la dimension sémantique, mais spécifiquement musicale, on pouvait y trouver. Donc, à partir du numéro de 71 jusqu'en 75, publication de ces numéros. Après, ça s'est calmé. Et il s'est produit... Au fond, la sémiologie de la musique était la dernière en date des sémiologies, parce que bon, les premières, c'est
Il faudrait entrer dans les détails des différences entre tout ce qui s'est passé, mais c'était en gros bon, Roland Barthes, bien sûr. Mais aussi dans le cinéma, les travaux de Christian Metz, qui étaient très connus. Mais ça crée une espèce d'ébullition autour de la sémiologie. Et moi, je suis venu après, en faisant mes choses en 71. Et on était déjà dans la période que François Doss, qui est l'auteur de cette histoire du structuralisme à laquelle je faisais allusion dans notre dernier entretien, on était déjà dans la période de ce qu'il a appelé le champ du cygne avec négativement, c'est-à-dire le moment où ça commence à être moins à la mode, il y a les idées de Derrida qui apparaissent, la déconstruction, donc on quitte un petit peu la pureté, si j'ose dire, la pureté sémiologique ou structurale des années 60 pour quelque chose d'autre qui va s'effriter dans différentes orientations. Donc c'est pour ça que je dirais que la sémiologie de la musique a été la dernière en date dans le champ des préoccupations qui se réclamaient de la sémiologie. Mais moi, je continuais mon petit bonhomme de chemin parce que, au fond, je considérais que je ne faisais que commencer. Et lorsque j'ai vu que on m'accueillait très positivement à la faculté de musique en 72, où je suis entré, et le numéro de musique en jeu a été une chose essentielle pour décider. Les collègues ils se sont dit, ah voilà, on va avoir quelqu'un qui va nous faire des publications, on le prend avec nous. Et lorsque, pour assurer mes arrières dans la faculté de musique, je me suis dit, bon, mon vieux, il faut que tu fasses ton doctorat. Alors, je me suis inscrit à l'université de Vincennes avec Nicolas Ruvet, ça allait de soi, n'est-ce pas, puisque j'avais voulu développer ces modèles d'analyse. J'ai fait ma soutenance de thèse à Vincennes en 73, ce qui fait qu'évidemment, un mois après, mon statut à l'Université de Montréal a été confirmé comme professeur adjoint. Et la thèse, c'était une espèce de mammouth. C'était quelque chose d'absolument impubliable. Alors là, il y a une chose assez touchante. Georges Mounin, même sur la base de ma maîtrise, je dirais quand même balbutiante, de la fin des années 60, va dire Jean-Jacques, il faut que vous publiiez votre maîtrise. Moi, je trouvais que c'était un petit peu prématuré, mais il l'avait fait envoyer à un philosophe assez connu à l'époque qui s'appelait Michel Dufresne. Et Dufresne qui a écrit beaucoup d'ouvrages esthétiques qui à l'époque étaient très lus et qui s'était intéressé, puis c'était vraiment dans l'esprit du temps, il s'était beaucoup intéressé au rapport entre l'esthétique et le langage. Et il a fait lire ma maîtrise à un des premiers professeurs de musicologie de l'université de Vincennes, qui s'est retrouvé d'ailleurs sur mon jury de doctorat. Il s'appelait Daniel Charles. Il a dit oui, il faut publier ce livre. Bon, après, il y a la thèse de doctorat qui arrive. Et puis, il fallait absolument que je réduise ce mammouth à quelque chose de publiable. Et là, j'ai eu une autre chance. C'est qu'évidemment, entre 72 et 75, je me suis mis à réécrire ma thèse de doctorat pour en faire un livre. Alors, ça a été ce livre de poche. Là aussi, la chance que j'ai eue, c'est je l'ai envoyé à Christian Bourgois. Et je dois dire, je pense que j'ai pris une bonne décision parce que je l'avais envoyé à 3 éditeurs. Je l'avais envoyé à Bourgois pour la collection 10-18. Je l'avais envoyé aux éditions du Seuil, qui avaient publié Barthes, et je l'avais envoyé en même temps à Pierre Nora pour la Bibliothèque des sciences humaines. Et les 3 l'avaient accepté. Mais j'ai pris la décision de le publier en 10-18. Peut-être qu'au niveau du prestige, j'aurais dû la publier chez Gallimard, chez Nora, parce que la Bibliothèque des sciences humaines, c'était quand même pas n'importe quoi. Mais j'ai fait le calcul que ce petit gros livre, il se vendait 3 $. Il se vendait le prix de 2 paquets de cigarettes. Donc, ce livre a été... évidemment, c'était le premier travail de synthèse, le premier travail d'ensemble. Et c'est pas difficile. J'en ai vendu 10 000 exemplaires en 2 ans. Alors... et on est en 75. Et après, le soufflet retombe.
Je ne fais plus les numéros de musique en jeu, sauf un numéro dont je vous parlerai tout à l'heure. Je ne fais plus de numéros sémiologiques comme tel. Et puis, j'ai ce livre qui est là. Bon. Je continue mon enseignement à la faculté de musique. Et alors là, il se passe quelque chose d'assez important. Il se passe quelque chose d'assez important au niveau de la carrière, c'est que un beau matin, je retourne pour faire mon cours de sémiologie, et là où j'avais eu 25 ou 30 étudiants, l'année suivante, 3 étudiants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne m'aiment plus, la catastrophe. C'était tout simplement parce que, à l'époque, on venait de supprimer l'enseignement de la musique au primaire ou au secondaire, je ne sais plus exactement. Et la plupart des étudiants de musicologie que nous avions venaient avoir une formation même approfondie à l'Université de Montréal. Même si c'était pour enseigner au primaire et au secondaire. Et comme ça venait d'être supprimé, il n'y avait plus de chance de déboucher. Et crac, du coup, la clientèle a baissé. Et on m'a fait comprendre qu'on avait un petit peu moins besoin de sémiologie que c'était dans les 3 premières années. Alors, il y a eu à ce moment-là une reconversion de ma part, que je vais essayer de développer dans nos entretiens successifs. Donc là encore, il peut se passer quelque chose au niveau qui vous échappe. Je veux dire que je me retrouve sans étudiants. Ça, c'était absolument pas prévisible pour moi, en tout cas. Donc, mais il faut faire avec. Puis on m'avait engagé. Je veux dire, en 75, j'étais devenu professeur agrégé. Qu'est-ce qu'on va faire avec Natier? Alors, il s'est passé plusieurs choses. Je les énumère, mais je les reprendrai les unes après les autres ultérieurement. Premièrement, je me suis mis à développer, j'avais commencé à esquisser ça dans les fondements de 75, je me suis mis à développer les idées proposées par quelqu'un d'autre. Donc, je vous ai dit les noms de mes mentors successifs. C'est quelqu'un dont je vais vous parler maintenant et qui s'appelait Jean Molineau, qui a été absolument considérable dans mon développement intellectuel. Et puis là, on avait besoin de moi pour faire, disons, de la musicologie plus classique. Alors, il y avait toujours le fil wagnérien à cause de ce que j'avais fait dans ma prime jeunesse. Et je me suis mis à faire des séminaires sur Wagner, à enseigner la musique romantique. Et puis, il y aura le développement de mes recherches sur les Inuits. Alors, on va prendre ces choses-là les unes après les autres parce que je ne peux pas tout raconter en même temps. Alors, la première chose, c'est que j'avais été collègue à la fin des années 60, quand j'étais chargé de cours à la faculté d'Aix en sémiologie. Il y avait bien sûr Mounin qui avait créé le certificat de sémiologie, mais on a tous découvert à ce moment-là un homme absolument extraordinaire qui s'appelait Jean Molineau. C'était un professeur de littérature comparée. Mais c'est quelqu'un d'assez invraisemblable. C'est quelqu'un qui lit 4 à 5 livres par semaine, qui lit et parle une bonne dizaine de langues, y compris le berbère, le russe, l'arabe. C'est quelqu'un qui apprend une langue en 6 mois, à peu près. Il avait voulu être germaniste. Pour vous raconter un élément, il n'aime pas qu'on raconte des éléments de sa vie privée, mais celui-là est public, alors je vais vous le raconter. Il était étudiant de philosophie à l'École normale supérieure. Et un beau jour, il va voir le directeur de Normal Sup et il lui dit « Je voudrais passer l'agrégation d'espagnol ». Alors, il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il y a 15 places disponibles, 15 postes cette année, et les autres sont plus forts que moi, je ne l'aurai pas. Il avait évalué qu'il ne l'aurait pas. Il dit, mais par contre, comme je suis boursier de l'État, comme élève de l'École normale supérieure, vous allez m'envoyer à Madrid, et je vais aller apprendre l'espagnol, parce qu'il ne le connaissait pas. Alors, il avait évalué que c'était une des langues romanes les plus faciles à intégrer. Il est allé 6 mois, il est allé 1 an
à Madrid. Et au bout d'un an, tenez-vous bien, il a passé l'agrégation d'espagnol. Alors, je raconte cette anecdote parce que c'est pour vous montrer l'envergure intellectuelle, quelqu'un qui a des capacités cognitives absolument hors du commun. Et au fur et à mesure de toutes les années pendant lesquelles je l'ai fréquenté, ce que je découvrais, c'est que c'est quelqu'un qui lisait tout, dans tous les domaines des sciences humaines, mais absolument tout, et qui en faisait la synthèse. Alors, quelquefois, on s'amenait avec une idée, alors il dit « Tu n'es pas sans savoir que », n'est-ce pas ? Ouais, tu parles. Alors là, il développe quelque chose, et puis la solution à ton problème, crac, il te la donne. Je raconterai une autre anecdote à son sujet. C'est, moi, à chaque fois que j'avais un problème de connaissance, de source, je prenais mon téléphone d'ici et je l'appelais. Alors un jour, je lui dis c'est quoi les grandes conceptions de la vérité ? C'est une question que nous nous posons en tant que chercheurs scientifiques, n'est-ce pas, quand même. Alors je lui dis c'est quoi les grandes conceptions de la vérité ? Alors là, il y a un silence au bout de la ligne. Hein, j'entends le disque dur qui se met à tourner à l'accéléré. Et là, il me dit écoute, je crois qu'il y en a 8. Et il dit mais tu sais, au fond, il n'y en a que 3. Et là, il me les a crachés. Et il les a introduites, ça fait 1 page et demie dans un article sur la stylistique qu'il a écrit un jour, elles sont résumées. Mais alors, tout y était passé, Aristote, Malebranche, tous les grands philosophes, etc. Mais en l'espace de quelques secondes, il avait fait la synthèse. Alors, on est devenus amis, je l'ai rencontré régulièrement. Et il y a beaucoup des choses que j'ai développées, des idées. Évidemment, je le remercie à chaque fois parce qu'il y a des tas de choses qui viennent de lui. Et c'est pour ça que vous trouverez souvent son nom cité en bas de page de mes bouquins. Mais ce que je retiendrai de son enseignement, c'est ce à quoi j'avais été confronté dès la fin des années 70 à Aix-en-Provence. Dès la fin des années 60 à Aix-en-Provence. C'est ce que l'on appelle la théorie de ce qu'on a appelé la théorie de la tripartition. C'est l'idée qu'il s'agisse des œuvres, des productions humaines ou des actions humaines, elles sont toujours le résultat d'une pratique qui produit ces œuvres, qui produit ces actions humaines. Résulte de cette pratique, résulte une sorte de niveau immanent de réalité par lequel ce qui a été produit existe, que nous en avons une connaissance concrète. C'est très différent des processus cognitifs par lesquels on est passé pour aboutir à cette production. Prenons un exemple simple. Quelqu'un écrit une symphonie, il a des tas d'idées musicales qui se baladent dans sa tête, ou quelqu'un écrit un roman, il y a des tas d'idées qui se baladent dans sa tête. Il y a tout un processus extraordinairement complexe et d'ailleurs difficile à connaître qui est à l'origine de l'œuvre. Et puis un beau jour, alors, il existe un roman sur une feuille de papier, il existe une œuvre musicale qui est notée, qui est un objet matériel à partir duquel on peut travailler. Dans le cas des musiques de tradition orale, il existe du son qu'on peut enregistrer et capter sur un magnétophone, donc l'objet existe matériellement. Et puis, ce résultat immanent de l'activité de création va donner lieu à des stratégies de perception. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le mot de réception, que je trouve trop passif. Je préfère parler de perception parce que peut-être à cause de mes préoccupations de musicien, la perception musicale est un processus actif par lequel nous reconstruisons l'objet. Le mot de réception, bon, on peut l'employer comme ça, mais je trouve qu'on a l'impression qu'on reçoit quelque chose. Alors que moi, j'aime bien insister sur le côté dynamique et de reconstruction de l'objet. Alors, il a donné un nom à ces 3 éléments de ce qu'il a appelé la tripartition, qui sont respectivement le poïétique,
Il a employé un mot très malheureux, ce niveau matériel, il l'a appelé le niveau neutre. Et vous allez voir pourquoi c'est malheureux. Et puis, le côté de la perception, il a appelé l'esthésique. Alors, pourquoi ces trois mots de jargon? C'est très simple. Poétique, bien sûr, pour distinguer de la poétique, n'est-ce pas? Et surtout, ça vient du grec poiein, qui veut dire faire, pour insister sur l'action. Esthésique, c'est pour distinguer d'esthétique, mais aussi parce que la perception en grec, ça se dit aesthésis. Donc, il a créé ces deux néologismes. Puis au milieu, alors, il a dit, bon, ben voilà, ce sur quoi on travaille au niveau, entre les deux pôles extrêmes, poétique et esthésique, il a appelé ça le niveau neutre, parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas, a priori, savoir, quand on regarde un texte immanent, d'un point de vue immanent, si tout ce qu'on voit, est-ce que tout le poétique c'est incarnant et on ne peut pas prévoir toutes les stratégies esthésiques. Donc il l'a appelé niveau neutre. Ça a été le point de départ de polémiques absolument incroyables parce que les gens ont interprété niveau neutre comme signifiant qu'il y avait une neutralité du chercheur par rapport à ce qu'il étudiait. Alors que son idée n'était pas du tout. Ce qui fait que, ultérieurement, dans mes livres, je lui ai rendu hommage où j'ai cité le terme de niveau neutre, mais j'emploie le mot d'analyse immanente.